Bonjour et bienvenue dans les webinaires du RCCO Réseau Compost Citoyen Occitanie. Aujourd'hui, nous allons aborder le sujet de la gestion des biodéchets en établissement médico-social avec le témoignage de Compostons sur l'Hérault et la composterie de Foix en Ariège. Pour le dérouler, nous aurons une brève introduction de ce qu'est le RCCO, du sujet et enfin un rappel de la réglementation. Nous passerons ensuite au témoignage de nos intervenants, puis des questions-réponses pour échanger ensemble nos expériences. Le réseau Compost Citoyen, c'est 2 salariés, moi-même, Julie Dumont, chargée de communication, et mon collègue coordinateur du réseau, Manuel Leggenard. Le réseau Compost Citoyen Occitanie, c'est près de 220 membres, 64 collectivités, 26 entreprises, 18 associations et une centaine de particuliers et particulières. Nos missions: sensibiliser les habitantes et les habitants grâce à des opérations grand public comme Tous au compost, la fête du sol vivant, animer le réseau des actrices et acteurs du compostage, concevoir des outils pédagogiques et de communication, outiller les professionnels, développer la formation et l'accès à des emplois locaux. La force d'un réseau, c'est surtout l'intelligence collective. C'est fédérer les actrices et les acteurs. Aujourd'hui, ensemble, nous allons répondre à plusieurs questions. Quelles sont les obligations légales auxquelles les établissements médico-sociaux doivent répondre? Comment se conformer facilement? Comment mettre en place un compostage dans un établissement médico-social? Quelles sont les étapes clés? Comment rassurer et mobiliser toutes les parties prenantes pour les inclure dans le projet? Quel est l'impact réel sur les coûts des établissements médico-sociaux? Un établissement médico-social, c'est un espace qui propose des services et des soins à des personnes en situation de vulnérabilité et qui combine des prestations de soins d'accompagnement social pour améliorer la qualité de vie des résidents. Il existe 17 types d'établissements médico-sociaux dont vous avez la liste exhaustive. Et enfin, je passe la parole à mon collègue Manuel Leggenard pour la partie réglementation. La réglementation, donc on le sait, on le répète tout le temps, il y a la loi AGEC qui rentre en vigueur pour de bon au 1er janvier 2024 et qui impose le tri et la valorisation des biodéchets pour tous les professionnels. Souvent, on parle beaucoup de cette réglementation pour les obligations qui reposent sur les collectivités de mise à disposition de solutions pour les habitantes et habitants. Mais là, vraiment, on peut parler plutôt des professionnels, des établissements. La, la valorisation qui est autorisée, c'est notamment de la valorisation sur place. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui principalement, qui fait qu'on peut effectivement composter sur les restes alimentaires de cuisine et de table, tout comme d'ailleurs les végétaux, au sein même des établissements, avec un certain nombre de réglementations détaillées dont on ne va pas revenir dessus, mais vous trouverez tout dans la fiche réglementaire et sur les différents outils du RCCO. Euh, voilà. Sur les biodéchets, quand même, pour les personnes qui verraient, qui connaissent, qui arrivent un peu sur le sujet ou d'éventuels établissements qui verraient le replay. Donc, dans les biodéchets, on va considérer à la fois les restes alimentaires, que ce soit les restes de préparation des repas ou les restes de repas directement qui restent dans l'assiette, mais aussi tous les végétaux, des espaces verts du jardin. Il y a quand même un certain nombre d'établissements qui ont des parcs et jardins qui peuvent aussi, enfin, qui ont aussi des obligations sur cette valorisation et ce tri. Il y a aussi des obligations dans la loi AGEC sur la réduction du gaspillage alimentaire, ce qui va beaucoup s'imposer notamment à la restauration collective pour 2025. Ensuite, on peut passer à la diapo suivante. Bon, on ne va pas rentrer dans le détail des enjeux liés à la gestion sur place des biodéchets, mais globalement, il y a des enjeux importants sur la question environnementale, puisque le secteur des déchets, c'est un secteur qui pollue beaucoup, qu'actuellement, la plupart des biodéchets sont enfouis ou incinérés selon les territoires, ce qui est une gestion polluante et qui fait perdre cette précieuse ressource qu'on pourrait rendre au sol. Il y a des enjeux aussi sur la question de l'eau, sur la question de la revitalisation des sols, mais sur des questions sociales aussi, et c'est particulièrement le cas dans des établissements tels que les établissements médico-sociaux. Il y a du potentiel de création de liens sociaux, de liens intergénérationnels aussi qu'on peut appliquer. Et donc, c'est valable aussi bien quand on parle de compostage en quartier que pour du compostage en établissement comme cela. Sur les différentes solutions, on ne va pas s'y attarder puisque là, on va parler uniquement de ce qui concerne les établissements, donc ce qui serait du compostage en établissement et sur la lutte contre le gaspillage alimentaire. Et on va pouvoir directement passer sur les témoignages pour voir comment mettre en œuvre ces différentes solutions concrètement, quels sont les freins, quels sont les avantages. Bonjour, merci pour être là. Je vais aborder des cas des CEPAD
Par contre, ce que j'ai fait avec la présentation que vous allez voir, c'est parler des deux gros projets ou deux associations qui gèrent des établissements médico-sociaux, euh, dont des EHPAD. Mais il y a pas mal de types d'établissements à l'intérieur de la quinzaine de sites qu'on a accompagnés récemment. Il y a des particularités. Je peux lancer ma présentation. Je vais commencer par une chronologie rapide de ce on a fait chez Composton depuis nos débuts. On a été créé, on a lancé notre opération en 2017. Et 2 années plus tard, on commençait à accompagner déjà des projets de compostage autonome en établissement, notamment des CESAT. Bon, comme vous voyez, il y avait 2 CESAT dans le lot de nos premiers euh, projets. Pour celles qui ne maîtrisent pas les sigles, tout un univers, comme vous avez vu, il y a euh, une quinzaine de types d'établissements. Mais les ESAT, ce sont des entreprises qui ont comme salariés, comme travailleurs et travailleuses, des personnes en situation de handicap ou en insertion sociale. Euh, et en 2019, on a accompagné notre premier EHPAD, qui est le foyer du Romarin. En 2021, on a accompagné 2 écoles primaires de la communauté de communes Grand-Pic-Saint-Loup, ici dans le 34, dans l'Hérault. Et on a accompagné aussi le projet du CREPS, que c'est une structure de formation sportive. Et en 2022, on a commencé avec notre projet de l'ADASH, que je vais détailler quelques minutes plus tard. Et en 2023, fin 2023, on a commencé avec 3 établissements d'une API, une API 34 qui fait partie de tout un réseau national, mais on accompagne à l'heure actuelle euh, 3 établissements de la ville de Montpellier. Et j'ai inclus aussi Paul Ralis, qui est le site, le bâtiment de la région où on est logé. C'est un bâtiment qui héberge des associations et des entreprises de l'économie sociale et solidaire. Et ici, on a installé un site de compostage qui bénéficie les salariés des différentes associations du pôle Ralis, mais qui est censé absorber notamment les déchets de la salle de repas commune. Hum, Petit récapitulatif de la DASH, comme je vous ai dit, c'est une association qui gère des établissements médico-sociaux. En gros, c'est une vingtaine de sites. Par site, ou comme l'adage l'entend, c'est le terrain, on va dire. Mais à l'intérieur un terrain d'un site, on peut retrouver 2, 3 établissements ou 2, 3 services. C'est le même bâtiment parfois, mais séparé en deux. Et il y a quelques bureaux qui gèrent un type d'action ou qui accueillent un type de public et quelques pavillons qui vont accueillir un autre type de public. Et je commence avec la complexité des établissements parce que on peut avoir à l'intérieur du même projet, du même site, des personnes en situation de handicap lourde et des personnes âgées. Donc, j'ai caricature un peu, mais il y a une complexité issue de chaque type de public. Vous voyez, il y a que des sigles là dans les types d'établissements, mais je précise euh, après, quels sont les types de publics qu'on peut y retrouver? Personnes âgées, valides ou dépendantes, enfants et adolescents polyhandicapés, enfants et adolescents avec troubles d'apprentissage ou de comportement. Et on a diagnostiqué 16 sites. On a commencé en 2022, comme je vous ai dit. Et à l'heure actuelle, on termine le premier lot, la première vague des sites qui ont installé leur composteur. Et on va terminer normalement, je pense que le premier semestre de l'année prochaine, avec les 4 derniers. Hum,
les échanges avec l'Hostal du Lac, que c'est l'EHPAD qui nous a permis de rentrer dans le groupe. On a commencé à le démarcher en février 2019. Notre cofondatrice Léa Aigret et notre co-gérant de l'époque, Augustin Nicolas, ont commencé à échanger avec la direction de l'EHPAD. Et au bout de différentes réunions, des visites qui sont organisées pour montrer aux différentes directions des établissements de l'ADH, finalement, en avril, le siège de l'ADH a signé le devis et on a commencé avec l'étape de diagnostic en juin 2022. Et c'est à ce moment-là que j'ai intégré l'équipe salariée de Compostant. Préalablement, j'étais bénévole. Et j'étais embauché notamment pour piloter ce projet. Et comme je vous ai dit, la première vague, on a installé 9 sites entre mars et juin 2024. On a formé 14 personnes. On est aussi organisme de formation. Donc, c'était plus ou moins en même temps que l'installation. Je pense, l'installation, c'était la première semaine de mars et on a formé les référents des sites la deuxième semaine de mars, plus ou moins. Et la deuxième vague des sites installés, et c'était entre septembre et le mois de décembre, à l'heure actuelle. Et on a formé préalablement en septembre 2024 8 personnes. Quelques personnes qui font partie des établissements dont le site était déjà installé en mars ou avril et quelques personnes qui travaillent pour les établissements qui viennent de démarrer leur composteur il y a quelques mois. Alors, je parle de détournement potentiel parce que, issu de la pesée de toute l'étape de diagnostic, on a estimé que les 16 établissements produisaient 53 tonnes, plus ou moins, des biodéchets. Et avec les sites qu'on accompagne vraiment, on parle de plus ou moins 39 tonnes qu'on va détourner ou que les établissements vont détourner avec leur pavillon de compostage et leur bac de compost. Et par rapport à une API 34, on parle de 30 établissements ou 30 services médico-sociaux. Ils accueillent plus ou moins 1300 personnes. Leur structure est un peu différente. Ils parlent de 5 pôles, le pôle enfance, le pôle hébergement, le pôle soins, le pôle accompagnement, le pôle travail. Mais en gros, c'est plus ou moins, c'est le même objectif, plus ou moins le même type de public que chez la DASH. On a des adultes en situation de handicap mental sévère à profond, travailleurs et travailleuses adultes en situation de handicap mental. Euh, et bah, comme vous voyez, je pense, c'est un public déjà assez compliqué pour les effectifs de chaque établissement. Et ça va impacter euh, le déroulement, les échanges avec les différentes équipes qu'on peut avoir en tant que guide et maître composteur. Pour une API, on a diagnostiqué 12 sites et finalement, on accompagne à l'heure actuelle 3 sites et il y a un quatrième qui a fait partie de cette étape de diagnostic, mais qui avait déjà un composteur, un site de compostage installé par Composton avec un autre projet, mais avec un autre directeur. Donc, le directeur qui était à ce moment-là a arrêté l'opération. Il n'a pas voulu continuer par des raisons qu'on ignore. Et la nouvelle directrice a entendu l'invitation du siège d'une API, nous a contactés. Finalement, après le diagnostic, bon, il n'avait plus rien à faire par rapport à l'installation parce que les bacs étaient déjà là. Par contre, elle nous a commandé après la formation des 2 moniteurs et 9 travailleurs. Donc, c'est l'établissement avec le plus grand nombre de personnes formées.
à l'intérieur d'une API, c'est l'ensemble, presque l'ensemble des salariés et travailleurs qui se trouvent à l'intérieur de l'ESAT de la Croix-Verte. Mais sinon, parmi la douzaine de sites qu'on a diagnostiqués, on continue à accompagner trois sites. Deux sites qui ont déjà des, des bacs installés et un troisième site qui a décidé de nous demander un accompagnement progressif. On a fait nos préconisations. On a dit qu'il fallait 4 ou 5 bacs de 1000 tonnes. Bon, je n'ai pas en tête le chiffre, mais ils ont voulu plutôt d'abord faire la pesée, encore une fois, faire des réunions de concertation doucement et après avoir euh, convaincre l'ensemble des effectifs. Normalement, ils vont avancer avec l'installation et après avec la formation de leurs effectifs. Mais bon, on parle que si les quatre sites euh, se mettent à composter, on parle des 15 tonnes de biodéchets qu'on va détourner, des 40 tonnes possibles si on prenait en compte les 12 sites qu'on a diagnostiqués. Euh, alors, il y a pas mal de choses à dire. Je pense que pendant les questions-réponses, je peux détailler les différentes situations qu'on a vues. Mais je voudrais terminer rapidement cette partie de mon intervention avec quatre, quatre apprentissages, quatre découvertes qu'on a fait. Comme j'ai dit deux, trois fois, c'est un secteur très complexe avec des équipes épuisées. Avec ou sans Covid, c'est mon avis que c'est un secteur, c'est des établissements qui gèrent un public assez complexe et probablement je vous avoue que j'ai pas assez de recul, j'ai été trop près probablement de l'action et des fois, je l'ai dit parfois en formation quand j'anime le module de compostage en établissement, je peux comprendre que un moniteur ou qu'une éducatrice préfère de prendre 3 minutes pour fumer au lieu de prendre ces 3 minutes pour aller faire la mise en compostage. Donc, euh, une préconisation probablement que je vous fais tout de suite, c'est que il faut faire l'accompagnement à plusieurs. Comme ça, il y a quelqu'un qui fait le diagnostic et quelqu'un d'autre qui a la tête vide de toutes ces a priori et qui va favoriser l'adhésion des équipes sans avoir trop la tête dedans et voir cette situation complexe et compliquée. Une autre chose que je pense que c'est plus objectif, on va dire, c'est que au moins à l'intérieur des deux gros groupes qu'on a accompagnés, c'est un secteur qui a beaucoup de rotation, pas uniquement euh, si on prend en compte les équipes, les moniteurs, les agents de cuisine, etc., mais aussi euh, dans les directions. Bon, au bout de 3 ans, j'ai échangé avec deux, trois directeurs à l'intérieur de la même structure. Euh, Changement aussi concernant le chef ou la chef de service. Et j'ai pu voir un directeur ou une directrice pour deux, trois établissements. Et là, je parle vraiment des terrains, des bâtiments qui se trouvent à 2, 3 kilomètres de distance. Et un chef de service qui est mutualisé par deux, trois établissements qui se trouvent à l'intérieur du même quartier, mais qui va demander à cette personne, à cet homme ou à cette femme, de se déplacer en voiture ou à pied, et ça va complexifier les échanges avec les équipes. Pas uniquement pour ce qui concerne le compostage, bien sûr, mais c'est là que cette complexité issue de l'établissement lui-même va faire notre travail différent. Euh, Chaque type d'établissement, je parle de chaque EHPAD, chaque IME, Institut médicalisé, Institut médico-éducatif, va avoir des demandes et des besoins spécifiques
Je pense que c'est propre aussi à d'autres types de projets, mais avec, par exemple, une cantine scolaire, on sait qu'il y a un seul point de production de biodéchets, c'est la cantine et la cuisine, mais qui est normalement à côté. Euh, et si on installe le site de compostage à 50 mètres, il y a un flux facile à gérer. Mais à l'intérieur d'un EHPAD ou d'un IME ou de n'importe quel type d'établissement de ce type, on peut avoir 5 pavillons, 5 petites maisons qui vont avoir chacune une dynamique différente avec des éducatrices qui vont gérer leur groupe différemment. Donc, encore une fois, c'est une autre couche de complexité. Euh, j'ai été confronté, par exemple, au bout de la deuxième ou troisième visite des établissements de l'ADAGE, à la question si les bacs étaient ouverts ou pas. Et j'ai dit, bah, oui, bah, normalement, on CAE, on laisse les bacs accessibles 24 heures sur 24, sauf si vous avez une problématique particulière. Et on m'a dit, oui, on a une personne qui a un problème des pica, c'est-à-dire qui va aller chercher tout et n'importe quoi à manger. Donc, si on a des bacs ouverts, accessibles, cette personne va avoir le réflexe d'aller fouiller dans les biodéchets. Donc, j'ai dit, bon, vous pouvez le cadenasser ou on met une grille autour des composteurs. Et à partir de ce moment-là, à partir de cette visite, toutes les autres visites de diagnostic que j'ai fait, je pose la question, est-ce que vous avez des problématiques particulières qui pourraient empêcher cette idée qu'on a de laisser les bacs accessibles à toute personne, même s'il y a uniquement une petite équipe qui va faire la mise en compostage et qui va faire la gestion de la matière. On a trouvé que la meilleure formule, si on peut le dire comme ça, c'est de former un référent ou une référente de site de l'équipe de la cuisine et ou de l'équipe pédagogique, c'est-à-dire quelqu'un qui va être en contact direct avec la production des biodéchets et avec les personnes accueillies, les enfants, les adolescents, les personnes âgées, euh, et un cadre. Euh, Pourquoi un cadre? Parce que même si on a déjà échangé avec la direction, le chef de service, le responsable RSE, il ne voit pas forcément comment est-ce que l'opération va se déployer. Donc, d'avoir en formation le chef de service et lui expliquer comment est-ce qu'on va gérer les sites, comment est-ce qu'on va gérer les flux des biodéchets, ça va aider à débloquer des situations comme par exemple quand le référent des sites qui va vraiment faire le rôle de référent des sites va lui demander il faut acheter du broyat et ça va nous coûter, je ne sais pas, 50 euros le mètre cube. Le chef de service va valider plus facilement le devis parce que il ou elle sait que c'est nécessaire d'avoir du broyat. C'est pas uniquement après une discussion avec le maître composteur où on va expliquer qu'il faut de la matière structurante, que la personne va comprendre vraiment l'enjeu autour du broyat ou de la matière structurante. Donc, former quelqu'un qui va être en contact avec les publics et eux avec la production des biodéchets, plus quelqu'un qui va gérer les finances, qui va gérer, qui va prendre des décisions, je trouve que c'est très bénéfique pour un projet de compostage autonome en établissement. Et finalement, on a appris qu'il n'y a pas de territoire conquis. On a commencé le projet chez l'ADAGE en croyant que comme c'était une invitation de la direction pour l'ensemble des établissements et qu'il avait une quinzaine de sites que volontairement on dit je veux être accompagné, on avait déjà tous les éléments pour lancer l'opération de compostage sans beaucoup de problèmes.
Et on a vu que les établissements qui s'affichaient, qui disaient qu'ils étaient les établissements les plus écolos de l'ADH, c'était parfois les plus difficiles. Là, je ne saurais pas vous dire exactement pourquoi. Par contre, les établissements au début avaient encore des doutes, on a vu, et ça je peux l'expliquer plus facilement, on a vu qu'après la formation, après la mise en pratique du compostage, ils ont vu que toutes leurs a priori, tous leurs problèmes imaginés ne l'étaient pas, que c'était facile de déployer le compostage, qui était facile de faire le tri en salle, bon, avec quelques difficultés au début probablement, mais j'ai l'exemple de deux établissements différents avec les référents des sites au bout de la deuxième ou troisième visite de suivi qu'on a fait, on m'a dit, j'avais pas beaucoup d'espoir, je croyais que ça allait échouer. Et je vois que c'est facile et maintenant, je ne m'imagine pas de verser nos biodéchets dans la poubelle grise, dans la poubelle des OMR. Donc, c'est la préconisation, la, la découverte finale, c'est qu'il ne faut pas croire que si l'adhésion est favorable au projet, ça va être le projet le plus facile. Et au contraire, si on a des petits blocages, si on a des personnes qui sont un peu réfractaires, euh, à travers la sensibilisation, à travers la pratique et la formation, on peut transformer des personnes qui peuvent devenir des ambassadeurs du compostage. Merci, Alonso, pour ce beau témoignage. Du coup, on passe à la parole à Quentin. Bonjour. Oui, donc moi c'est Quentin Gascuel. Je travaille depuis presque 5 ans maintenant au sein d'une association qui s'appelle De la ressource à la clé et qui a pour objectif la réduction des déchets. Et pour ce faire, on fait de la sensibilisation. On a une ressourcerie, donc de la revente d'objets à seconde main. Et on s'intéresse depuis 4 ans maintenant, 4-5 ans plutôt, à la réduction des biodéchets avec un aspect composterie, avec plusieurs types d'actions. On a la gestion de composteurs partagés, c'est par ce biais qu'on a débuté, avec au départ quelques composteurs au sein de la ville de Foix, et puis ça s'est ça s'est développé et aujourd'hui on en est à une trentaine de composteurs sur cette agglomération qui est une petite agglomération. On a 32 000 personnes sur le territoire. Et c'est un service qu'on fait aussi avec la communauté de communes de Haute-Ariège sur une partie de son territoire pour soulager les agents sur le suivi des composteurs partagés. On a aussi développé la collecte en véhicule, en vélo à assistance électrique auprès des restaurateurs du centre historique. Les restaurateurs n'avaient pas la possibilité d'utiliser les composteurs partagés et ils n'avaient pas la possibilité d'avoir leur propre composteur. Et donc, on collecte en vélo ces biodéchets qu'on va composter à 3 km de là. Sur un site qui est dédié. Et enfin, depuis près de 2 ans, là, on gère aussi des composteurs autonomes en établissement en accompagnant les structures. Alors, on a plusieurs degrés d'accompagnement, hein. Soit c'est nous qui gérons tout, et c'est les agents des cuisines qui apportent les biodéchets au sein des composteurs. Mais ils gèrent juste la partie apport et après nous on gère tout le reste, le suivi, les brassages, les retournements, l'apport en matière sèche, tout ce genre de choses. Voilà. Et depuis 1 an là, on gère des composteurs qui se situent dans des EHPAD. Alors en fait, c'est des EHPAD qui appartiennent à ce qu'on appelle le CHIVA, donc c'est le Centre hospitalier intercommunal des Vallées de l'Ariège. C'est
ça regroupe tous les centres hospitaliers publics, avec 830 lits répartis sur 13 sites qui sont répartis eux-mêmes sur tout le département, et notamment 4 EHPAD qui sont gérés par cette même structure. Et tous les repas sont réalisés par une cuisine centrale qui est située sur le centre hospitalier principal à une dizaine de kilomètres de Foix. Et donc après, tous ces repas sont distribués sur les différents sites, notamment ces EHPAD. Et il se trouve que le gérant de cette cuisine centrale nous a appelés pour lui proposer des solutions sur tout ce qui est gestion de ces biodéchets, en même temps en étant assez frileux avec ce qui se passait, enfin, avec l'idée d'avoir du compostage sur place. Il était plutôt demandeur de collecte finalement. Et il n'y avait aucune solution qui était proposée par les différents sites. La seule chose qu'ils avaient, c'était un déshydrateur pour tout ce qui était cuisine centrale. Donc tous les restes, tous les déchets de cuisine et de table qui étaient liés à la cuisine en elle-même. Une fois que ces déchettés étaient déshydratés, ils partaient sur Paris pour aller alimenter des méthaniseurs. Et donc ça le dérangeait un petit peu quand même. Donc, on s'est retrouvé à lui proposer, nous, plutôt des solutions de compostage autonome en établissement, en espérant qu'il aurait envie, en tout cas que le choix qui est fait par ces différents établissements, notamment par ces EHPAD, se porte plus sur un accompagnement léger qui nous permettait, nous, de former le personnel et après d'être un peu en support. Malheureusement, c'est pas ce qui a été choisi, pour de multiples raisons, on pourra y revenir, mais aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est qu'on a commencé à former, à sensibiliser plutôt le personnel des cuisines pour que ces derniers soient en capacité de faire les apports, donc d'apporter les biodéchets dans les composteurs qui ont été installés sur site. Et après, nous, on gère tout le reste, c'est-à-dire l'apport en matière sèche. On fait un suivi hebdomadaire. On fait le brassage et retournement et gestion du compost mûr. Le choix qui a été fait au final par ce centre hospitalier, c'est de mettre en place depuis un an donc un compostage autonome en établissement pour deux de ces EHPAD. C'était vraiment pour eux un test pour voir si cela fonctionnait. Donc, on a commencé en janvier dernier par une sensibilisation des agents. Comme je vous le disais, l'objectif était de répondre un peu aux inquiétudes qu'il pouvait y avoir, mais aussi de permettre aux agents de réaliser correctement les gestes de compostage, notamment pour les apports, c'est-à-dire apporter régulièrement les biodéchets, les répartir à la surface du composteur et incorporer de la matière sèche. Au début, ça a très bien marché. Sur les 2 établissements, on a vraiment eu de bons retours. On a même été obligé, donc vous voyez sur les photos que vous avez sur la présentation, la photo qui est en bas au milieu, au début, on avait seulement 3 bacs. Aujourd'hui, on en a 5. Il en manque un sur la photo. Donc, on a été obligé de rajouter des bacs parce qu'effectivement, on avait pas mal d'apports. Et que, comme c'est des matières qui sont souvent un peu compactes, on s'est permis d'ajouter nous-mêmes beaucoup plus de matière sèche pour réduire le plus possible tout ce qui était risque de mauvaise odeur. Voilà. Donc on a dû ajouter, on remplissait plus vite finalement nos bacs que prévu à cause de cette utilisation plus importante de matière sèche, et on s'est retrouvé à devoir demander l'ajout de bacs. Ces bacs, ils ont été installés par le SMECTOM, qui est le syndicat qui gère les déchets sur le territoire, et qui
propose l'installation de sites à un coût très très intéressant, puisque en fait pour un site comme ces derniers, ça coûte à peu près 250 euros. C'est le coût finalement de la signalétique qui est demandé. Nous, ce qu'on a fait, ce qu'on a ajouté, c'est les petites fourches que vous voyez hein, sur la photo en haut au milieu, qui permet aux agents vraiment de répartir les restes de repas qu'ils ont et comme je vous le disais, qui restent, qui peuvent s'agglomérer assez facilement. Et donc d'avoir un outil adapté pour répartir ces biodéchets et pour les incorporer à la matière sèche, c'est vraiment un élément indispensable. Un autre élément à savoir sur ces bacs, c'est qu'ils sont équipés de grilles anti-intrusion pour les rongeurs, notamment en dessous, au fond des bacs, pour éviter d'avoir l'installation de rats. Et donc, pour chacun de ces sites, hein, vous avez le classique, un bac d'apport, un bac de matière sèche et après un ou plusieurs bacs de maturation. Donc, pour reprendre un peu la chronologie, au départ, ça fonctionnait très bien. Les agents avaient l'air intéressés et volontaires pour réaliser ce travail supplémentaire finalement qu'on leur demandait. Et dans un des deux EHPAD, on a très vite eu une problématique qu'il n'y avait plus d'apport. C'est-à-dire quand on allait voir le cuisinier, il nous disait oui, je m'en sers, j'apporte régulièrement. Et puis, nous, on avait de très, très, très gros doutes sur le fait que c'était fait réellement. Et on a eu du mal toujours à les convaincre de les utiliser. Donc il y a un site qui est un peu en stand-by pour l'instant. On y va, on nous dit de continuer à y aller toutes les semaines, mais il n'y a plus grand-chose qui s'y passe. Sur le deuxième site, ça se passait très bien aussi au début, et puis on a eu un petit souci. C'est qu'apparemment les agents ont un jour vu un rat autour du composteur et depuis ce moment-là, on n'a plus aucun apport. Donc je rejoins un peu ce que disait Alonso au départ sur le fait qu'aucun site n'était acquis. On se retrouve avec des sites qui fonctionnent bien, sur lesquels on se dit voilà, c'est bon, ça roule. Et en fait, il suffit qu'il y ait un petit blocage et ça s'arrête quasi du jour au lendemain. On est toujours en discussion avec le responsable de la cuisine centrale qui gère aussi la gestion des cuisines dans ces différents établissements, notamment pour gérer les biodéchets issus de la cuisine centrale, qui donc avant passaient par un déshydrateur, maintenant ça devrait changer, avec un système qui est un peu différent, c'est-à-dire là pour l'instant on va collecter leurs biodéchets et on va les composter à 3 km du site sur des jardins qui sont gérés par Emmaüs. Et donc ces jardins sont demandeurs de compost. Et donc on va faire un échange comme ça avec un ASAPI, l'hôpital et les jardins d'Emmaüs pour composter sur ce site. En espérant qu'après un test d'1 an, on arrive à, si possible, à relocaliser la gestion des biodéchets sur le site de l'hôpital parce qu'ils ont vraiment des terrains sur lesquels ils pourraient le faire et ça leur coûterait beaucoup moins cher. Et on a aussi en prévision le fait de faire ce même travail de gestion des biodéchets sur site pour 2 autres EHPAD qui sont plus proches de notre structure sur ces éléments. Et je lui demandais un petit peu au responsable qu'est-ce qu'il avait lancé, qu'est-ce qui lui avait fait utiliser notre service et notamment le compostage autonome en établissement et notre accompagnement. Et lui, il nous disait que globalement, ce qui l'avait poussé, c'était la réglementation, qu'il n'avait plus le choix et que le syndicat qui gérait les déchets mettait un peu la pression pour qu'il gère correctement, qu'il trie et qu'il gère correctement ses biodéchets, avec quand même une certaine sensibilité au fait qu'il n'avait pas envie de les envoyer
à des centaines de kilomètres pour qu'ils alimentent des méthaniseurs industriels. Donc, il y avait quand même cette idée-là. Et puis, il s'est bien rendu compte que gérer de la sorte les biodéchets, c'était extrêmement intéressant d'un point de vue financier. Et c'est finalement ça qu'il a décidé. En sachant que il semblerait qu'il n'ait pas eu, lui, de financement supplémentaire dans son service pour ce genre d'activité. Donc, il doit prendre sur d'autres postes. Et on était un peu déçus, nous, de ne pas avoir pu monter un projet de façon collective, en accord avec et en concertation avec le personnel de cuisine. On a juste eu ce moment de sensibilisation, mais à aucun moment on a eu un moment pour se poser avant, pour savoir où on allait mettre les composteurs, pour prendre en considération les inquiétudes des uns des autres. Ça, c'était une déception pour nous et en fait, effectivement, c'était des secteurs dans lesquels les salariés et les responsables sont pressurisés, ont très peu de temps pour faire les différentes, pour faire leur travail. Et du coup, ils avaient besoin d'aller vite en même temps, sans avoir le temps de faire ces concertations. Donc, ce qu'on espère, nous, sur les 2 prochains EHPAD, c'est d'avoir le temps, de prendre le temps, maintenant qu'on a une preuve que ça a fonctionné sur d'autres EHPAD. On espère qu'on aura ce temps disponible pour mettre en place ces projets et on est déjà invité à une première réunion, ce qui montre bien que les responsables voient qu'il est important de nous faire intervenir assez tôt finalement dans la mise en place de ces projets. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions, mais je pourrais revenir sur les détails. Oui, il y avait 3 questions. Donc déjà, il y avait le chiffre 830 lits. Non, 830 quoi? Et donc, est-ce que c'était 830 lits? Il y a eu des réponses dans le Oui, chat. c'est 830 lits sur 13 sites, répartis sur 13 sites et les 2 EHPAD qu'on a, c'est un premier EHPAD qui a 50 résidents et l'autre 60. Donc c'est des petites structures, c'est un peu pour ça qu'ils ont souhaité commencer par ces structures. Il y a une question sur le compost est-il réutilisé sur place son usage est-il externalisé? Aujourd'hui, il est externalisé, mais en fait, on aimerait l'utiliser sur place parce qu'il y a des espaces verts, mais il y a encore un point de blocage et on espère qu'à réintéresser en tout cas les responsables et les cadres pour qu'ils se rendent compte que le compost qui est produit, il est tout à fait utilisable pour tout ce qui est en tout cas ornemental. Et in fine, on aimerait bien aller plus loin et pouvoir proposer des ateliers de jardinage sur la structure, en sachant que bon, c'est des personnes âgées, mais qu'elles ont quand même une certaine autonomie. Donc on ne va pas les faire brasser du compost, mais on peut leur faire planter des plants. C'est tout à fait réalisable. Si vous me permettez aussi un petit rappel réglementaire, la matière compostée doit être utilisée sur place. Elle peut être distribuée auprès des contributeurs, auprès des salariés par exemple, auprès le public accueilli. C'est un peu plus difficile. Et là, je pense que de notre côté, on dit toujours et on joue un peu avec euh, les nuances, mais par exemple, les familles euh, des, euh, des personnes accueillies peuvent bénéficier du compost parce que ce sont les personnes légales. Donc, d'une manière ou d'une autre, sont des producteurs ou des productrices des biodéchets. Et sinon, comme on l'a dit, s'ils sont de la place pour mettre les composteurs, normalement, ils sont de la place pour faire un épandage, l'utiliser dans les haies, les jardins. Et s'ils peuvent l'utiliser pour lancer un petit potager, bah, ça c'est une autre chose pour faire du jardinage. Mais sinon, doit être utilisé par l'exploitant euh, et pour les producteurs, productrices des biodéchets. Oui, c'est nous on a fait une demande au service sanitaire pour pouvoir externaliser ce compost, mais et clairement c'est borderline. Bonjour.
Je fais partie de l'accompagnement Jeune Pousse de cette année. Donc, du coup, je m'aperçois en fait que bah, les déchets, c'est difficile de les gérer à tous les niveaux. Je vois bien pour des gens que je connais, etc. Et du coup, ma question, c'est pas là, c'est à part le côté financier, qu'est-ce qui peut leur faire avoir envie de faire ça, parce que c'est quand même contraignant. Et du coup, est-ce qu'il y a vraiment, on voit une différence sur l'argent, quoi. Donc, est-ce que vous avez un retour par rapport à ça, Alonso et Quentin? Tu veux commencer, Alonso? Oui, alors, il y a un argumentaire financier, bien sûr. Euh, et je pense que et ça va dépendre un peu de chaque collectivité. S'il y a une redevance spéciale, s'il y a des dispositifs mis en place par la collectivité, aussi euh, le tonnage de chaque établissement, mais en général, c'est on utilise comme argumentaire, c'est que même s'il n'y a pas des réductions dans la facture, Mhm. ce qu'on peut espérer, c'est de maîtriser le traitement des déchets et quand il y a plus de taxes qui arrivent, quand le coût de l'essence augmente, et c'est malheureusement le cas, ils vont être protégés, on va dire, parce que ils vont pouvoir gérer leurs déchets sans dépendre d'un autre prestataire qui va faire la collecte. Et aussi, s'ils décident de construire un autre pavillon pour accueillir 10-15 personnes de plus, euh, ça va nécessiter un peu plus d'efforts, d'énergie de la part des référents des sites. Mais si l'opération est déjà mise en place et ça marche bien, ça va pas changer énormément si on rajoute 10-15 personnes. Si on rajoute une centaine, oui, bien sûr. Mais sinon, ils vont être en contrôle de la gestion des déchets. Oui, moi je compléterai en disant qu'heureusement, le prix de l'essence augmente, ce qui protège un peu ce type d'activité et qui permet de favoriser la prévention et la gestion de proximité des biodéchets. Il y a aussi l'obligation, hein, le fait que de toute façon, ces établissements sont dans l'obligation de trier et de gérer leurs biodéchets. Euh, et c'est là que nous, on peut leur proposer une solution qui est avantageuse. Voilà. Donc peut-être aussi faire pression sur votre collectivité pour qu'elle-même puisse faire pression sur ces établissements pour que ces établissements respectent la réglementation. Ce que tu dis, Quentin, bonjour. Ce que tu dis, Quentin, c'est très juste, mais c'est juste quand ce sont des établissements publics. Quand ce sont des établissements privés, la collectivité, dans l'absolu, elle n'a pas forcément envie de s'en préoccuper, dans le sens où c'est pas elle qui doit le gérer et ça lui ferait un coût supplémentaire. Oui, mais elle peut aussi refuser de collecter les déchets si c'est mal trié, comme il y a une obligation. Donc, logiquement, souvent le deal n'est pas aussi frontal que ça, hein, mais en tout cas, il peut y avoir vraiment une invitation à dire bah, attention, bientôt, si ça continue, si vous n'avez pas fait un geste, nous, on arrêtera de collecter. Ou, voilà. Oui, mais souvent la collecte pour le privé, c'est des extérieurs et c'est pas la collectivité. Je pense à Suez ou Veolia. Donc du coup, ça ne concerne plus la collectivité. Bon, Oui, enfin, c'est vrai que chez nous, chez nous, c'est de la collectivité, donc c'est pour voilà. ça que Moi, ça s'applique ici. Oui. la J'avais pas région vu ça. Île-de-France, c'est un peu différent. Mais... Ok. J'avais une question concernant les bacs composteurs. Est-ce que l'un ou l'autre, vous avez eu l'expérience de fabriquer des composteurs avec les résidents, avec les cadres, avec les techniques des sites que vous gérez, ou à chaque fois, ça a été soit des composteurs proposés par vos collectivités, euh, soit achetés par l'établissement, je ne sais pas. Quid des composteurs? Voilà la question.
Donc pour le cardigan 1000 litres, je comprends bien que c'est la collectivité qui a fourni. Euh, Très bien. Et pour toi, Alonso, peut-être, tu as t'as eu d'autres expériences ou pas? Oui, alors historiquement, on travaillait avec deux fabricants de la région, voire de département et de la ville. C'est Ecosec pour des quantités de moins, pour des sites qui produisent jusqu'à 3 tonnes, on va dire. Donc on met le nombre de bacs qu'il faut. Et pour des grosses volumes, on faisait appel à Emmanuel Cometo d'Ivesteram. Lui, il fait, ben, à mon avis, des très bons équipements, mais il est cher si tu prends en compte d'autres établissements. Mais son service après-vente, il est génial. Mais pour la Dash et pour une API, finalement, la Dash a décidé d'acheter des bacs chez Opteo. Et avec une API, on a décidé de notre côté d'intégrer les bacs dans le devis et on a fait appel à Alphacy, qui est à Dijon. Et un seul établissement de la Dash, qui finalement n'a pas continué avec notre accompagnement, a décidé de s'équiper avec les bacs de la métropole. Mais pour les établissements, la métropole fait une mise à disposition des bacs en plastique, le même modèle que pour les particuliers. Donc là, uniquement, on a dit, c'est pas adapté à votre usage, mais bon, c'est vous qui décidez. Euh, mais sinon, de mémoire, on n'a pas, on a accompagné deux, trois projets euh, où on a travaillé main dans la main avec Emmanuel Cometo. Donc, c'était pas nous qui avons fait la construction du pavillon, mais il avait des échanges plus directs avec le fabricant et l'établissement. Mais sinon, Composton n'a jamais fabriqué des composteurs. Une autre question, après je laisse la parole à d'autres quand même. Est-ce que Alonso, donc toi, vous formez directement les responsables les référents de site. Vous êtes organisme de formation Calliope? Oui, on est organisme de Ok. formation et on a formé toutes les référents de sites Ok. depuis nos premiers projets Ouais. d'établissement. Ok, ok, super. Bon, ok, merci. Juste pour revenir sur tout ce qui est matériel, nous, la collectivité, en amont, sur les composteurs partagés, a travaillé avec une structure d'insertion euh, pour fabriquer des composteurs. On s'est assez vite rendu compte que effectivement c'était un métier, hein, de fabriquer des composteurs et que ça ne s'improvisait pas. Euh, et on en est un peu revenu. Alors je sais que Lorena Edbert de la CCHA est dans le coin. Je ne sais pas si Lorena, tu voudras dire un mot là-dessus. Mais en tout cas, voilà, on est revenu sur des composteurs Gardigan qui étaient, que moi je trouve très faciles à utiliser, assez modulables et qui ont un certain intérêt lorsqu'on n'a pas une structure qui peut y mettre les moyens pour avoir un composteur fabriqué par un professionnel avec des modèles intéressants. Moi, j'ai deux questions. Bonjour. La première, c'est sur la mobilisation des équipes, enfin, concrètement, comment vous avez fait. Pour ma part, enfin, je m'apprête à accompagner un EHPAD où on commence à me parler des familles et aussi des syndicats, parce qu'on va également faire un accompagnement sur la réduction du gaspillage alimentaire et ça pose pas mal de questions. Et du coup, en lien avec cette notion de gaspillage alimentaire, du coup, Alonso, tu as évoqué deux tonnages sur les différents sites. Est-ce qu'il y a cette notion quand même d'accompagnement sur la réduction du gaspillage alimentaire et donc du volume qui est à traiter in fine? Alors, nos premiers projets n'envisageaient pas une phase d'accompagnement liée au gaspillage alimentaire parce qu'on n'avait pas l'expérience. Maintenant, on commence à intégrer ce volet gaspillage alimentaire, mais pour l'instant, euh, il n'y a aucun établissement qui a signé le devis avec
ce volet-là. Par contre, ce que je peux te partager, c'est que le foyer du Romarin, qui fait partie de notre premier lot euh, des établissements accompagnés, ça date de 2019, eux, de leur côté, ils ont lancé toute une réflexion après l'installation du pavillon de compostage autour de différentes choses. Ils ont lancé un jardin potager avec les personnes accueillies et ils ont lancé aussi une réflexion autour du gaspillage alimentaire. Et depuis 200 plus ou moins, c'est-à-dire 200-300 après l'installation du site, ils sont investis dans des plateaux qui ont la taille exacte pour des assiettes qui vont permettre de mieux calibrer les repas. Et ils ont tout un système en salle pour éviter le gaspillage alimentaire ou pour favoriser les proportions qu'il faut pour chaque personne. Donc, ils ont réduit de manière assez incroyable leur volume de gaspillage alimentaire. Et du coup, sur la mobilisation des équipes, sur vraiment la mise en place des sites de compostage, comment vous les avez mobilisés? Ils ont été mobilisés par leur hiérarchie sur une session de 2 heures. Voilà, à un moment où ils avaient leur fin de service, on a enchaîné, embrayé sur une session de 2 heures pour les sensibiliser aux gestes permettant les apports. Mais c'est trop peu. Et effectivement, le mieux, c'est d'avoir l'ensemble, notamment toute une partie liée au gaspillage alimentaire. De mon côté, je veux te dire que ça dépend. C'est une réponse que j'utilise toujours, ou autrement dit, c'est cas par cas. Donc, j'ai eu des établissements où on a fait une réunion de concertation un peu avant l'installation du site, ou une réunion de lancement avec le site déjà installé, avec l'ensemble des équipes ou avec au moins une personne qui représentait chaque équipe, avec déjà bon, une déroulée d'animation pour bien expliquer qu'est-ce qu'il fallait faire. Mais après, c'est les référents des sites qui sont en capacité de mieux comprendre les enjeux et la dynamique. Et c'est pour cela que j'ai évoqué cette formule de former des agents qui sont en contact avec la matière à composter, mais aussi quelqu'un qui fait partie d'une équipe d'éducateurs, éducatrices, ou qui connaissent plus la pédagogie et l'animation. Parce que même si les agents vont avoir le temps, et c'est pas le cas, je pense, mais même s'ils ont le temps pour animer, pour faire des animations, pour échanger avec les effectifs des autres équipes, ils n'ont pas les compétences d'expliquer qu'est-ce qu'il faut faire. Ils savent faire, mais pas forcément l'expliquer. Donc, c'est pour cela que je dis que il faut avoir idéalement les personnes qui sont sur le terrain et les personnes qui vont faire des animations, la sensibilisation, etc. Mais après, c'est la direction, le chef de service qui va vraiment pouvoir mobiliser. Mais j'ai des expériences où j'ai pas fait des réunions de concertation parce qu'ils ont décidé de pas le faire. Et on a formé les 2-3 référents des sites et ça marche très bien. Et d'autres sites où on a fait la réunion de concertation et ou de lancement et ça bloque. Merci pour vos réponses. Est-ce que vous avez eu besoin parfois de demander aux responsables ou au directeur de l'établissement de modifier les fiches de poste de ses salariés? Ou ça n'a pas été demandé, ça n'a jamais été fait? Nous, on avait indiqué aux responsables que ce serait intéressant de le faire et ça n'a pas été fait. Mais clairement, valoriser ce travail supplémentaire, être en capacité d'aller plus loin et de former mieux les agents en plus que ce que nous on a pu faire avec cette petite session de 2 heures, c'est un point qui permet la réussite et la pérennité d'un projet comme ça.
Oui, pareil, ça fait partie de notre discours d'introduction. Le jour de la visite de diagnostic, on commence à évoquer ce besoin. Mais après, je vous avoue que je ne sais pas si les établissements le font ou pas. Et ça fait partie aussi des différents documents livrables comme préconisation. Question dans le chat d'Hervé. Dans les différents EMS expérimentant un dispositif de CAE, avez-vous eu des cas où les résidents ont été acteurs via leur équipe éducatrice ou soignante? Oui, et ça vient avec le type de public parce que, par exemple, je sais que l'établissement où il s'accueille des enfants polyhandicapés, c'est-à-dire qui sont en fauteuil roulant, c'est hors de question. Mais par contre, dans d'autres types d'établissements, on lance l'idée, la suggestion. Et je sais il y a l'EHPAD, le Stade du Lac, qui, euh, qui a au moins un monsieur qui a essayé en tout cas d'animer, de faire des animations parce que, l'explique le directeur, préalablement dans son autre établissement, cette personne faisait partie des référents ou de l'équipe qui faisait la mise en compostage. Mais en tout cas, de notre côté, on fait toujours la préconisation que si les personnes sont aptes à se déplacer, qui n'ont pas de problèmes de troubles alimentaires, ça serait idéal d'avoir l'éducateur, éducatrice en binôme avec l'une personne de son pavillon pour la mise en compostage. Et si il voit la pertinence d'intégrer, pareil, quelqu'un du public accueilli pour faire les transferts, etc., ça pourrait lancer d'autres types de dynamiques. Je vois qu'il est 15h24. Il nous reste 6 minutes si on veut respecter notre timing. Il y a la vidéo aussi du directeur de cette EHPAD dont tu parles, Alonso. Et moi, j'avais pu m'entretenir avec Monsieur Vidal, qui est le chef technique, je ne sais plus son rôle exact, je ne sais plus, qui du coup avait témoigné de tout ce qui a été, enfin, tu as pu le développer un peu, mais le fait effectivement de ne pas être seul, de pouvoir avoir différentes personnes qui se relaient pour pas avoir la charge sur les épaules de quelqu'un, et le fait qu'il y ait ce petit monsieur qui aussi s'active et profite de ça. Il m'expliquait aussi que les personnes qui sont en résidence sont aussi eux-mêmes des anciens soignants. Et donc, du coup, la mise en place des activités a été aussi faite avec eux parce que eux-mêmes ont été soignants avant, avant leur retraite. Et après, je sais plus d'entre Alonso et Quentin, dans les témoignages que j'avais récupérés, il y avait aussi le fait que vous avez été contacté via des événements. Enfin, en fait, c'est des sites qui, lors d'une visite, ont fait appel à vous. Alors l'un ou l'autre, je ne sais plus, euh, par le bouche à oreille, et que du coup, enfin, je pense à ça notamment pour les sites vitrines. Que le fait Oui, qu'on je pense. puisse mettre en place, du coup, pourquoi pas la valorisation de ces projets-là en tant que site vitrine. Oui, effectivement, je pense que tu fais référence à un EHPAD qui se trouve à Mirepoix, donc 30 minutes deux fois, où en fait on a un site qui est labellisé site vitrine dans une entreprise à Foix, pour lequel on a organisé durant la semaine européenne de réduction des déchets une visite, et il y a eu parmi les personnes qui sont venues une personne du service technique de cet établissement, d'un établissement donc à Mirepoix, un EHPAD, qui était intéressé pour savoir comment ça se passait. Et même si c'était pas un établissement médico-social, finalement le système est assez similaire, et donc d'avoir des sites vitrines sur lesquels on peut organiser des visites et sur lesquels on est sûr que ces sites, ils vont, parce qu'ils sont bien gérés, donner envie. Ça, c'est un outil intéressant. Et du coup, on a proposé aux responsables du centre hospitalier de
de relancer un peu les sites sur lesquels je vous disais que c'était en baisse de régime, et de les faire labelliser pour justement donner, valoriser le travail qui est fait sur sur ces établissements. Oui, de notre côté, c'est pas un site vitrine officiel. Il n'est pas labellisé par le RCC ou un autre organisme, mais c'est notre site vitrine. Quand j'évoquais que pour aider à convaincre les différentes directions de la DASH au départ avant de lancer le projet, on a visité le foyer du Romarin parce que c'était un projet qu'on avait vu que ça marchait très bien. Et juste pour rebondir sur quelque chose qu'on a évoqué il y a quelques instants, c'est un site qui a continué à composter malgré le fait que pendant 6 mois, ils n'ont pas eu de matière structurante, qui est hors réglementation, je le signale, mais les référents des sites avaient vraiment la volonté de continuer à composter et ils ne voyaient pas le moyen de verser leurs biodéchets dans la poubelle des OMR, qui sont vus, ils ont essayé tout et finalement, avant de vraiment trouver un élagueur qui, à l'heure actuelle, leur fournit de matières structurantes, ils ont commencé à utiliser le compost mûr comme structurante. Et comme ça, ils n'ont jamais arrêté de composter. Et c'est quand on fait des formations ou quand il nous faut visiter un site exemplaire, on amène des groupes chez le foyer du Romarin parce qu'on sait que ce sont des effectifs, des référents des sites vraiment enthousiastes et qui sont des excellents ambassadeurs de tri. Et notre idée, c'est que au fur et à mesure, tous nos sites qu'on accompagne peuvent servir comme site vitrine parce que le foyer du Romarin se trouve à une dizaine de kilomètres de notre siège. Donc, c'est plus facile d'avoir des sites vitrines à 1,5 km de chez nous. Donc, on essaie de cibler ce type de pratiques exemplaires. Donc, merci de votre participation et de votre présence à tous, toutes et tous. Vous avez la possibilité de retrouver Compostons, Composterie de Foix, la ressourcerie de Foix sur les réseaux. Et vous avez les dates à ne pas louper, tous au compost. Et puis du coup, on vous invite à renouveler votre adhésion pour 2025. On a parlé de la fiche technique notamment qui va être un très bon résumé de tout ce qu'on a vu là avec encore plus de compléments, notamment sur les points importants à ne pas oublier pour mettre en place ce type d'action en établissement médico-social. Pas vraiment, j'espère que ça vous a donné des pistes et que vous pourrez convaincre d'autres établissements de participer. Ouais. C'est chouette. Pareil, merci pour votre présence et vous savez mes coordonnées si vous voulez échanger, vous pouvez nous suivre sur nos réseaux sociaux et si vous avez des questions, on est là. Bonne fin de journée. Merci Quentin, merci Alonso.